Ça veut dire que dans le cadre de l'Union européenne, nous avons un statut spécifique qui nous est octroyé, qui s'appelle le statut de route, que tout le monde connaît, le statut de région ultrapériphérique, qui fait que, par exemple, comme nous sommes des régions ultrapériphériques, l'octroi de mer, qui constitue un financement essentiel de nos budgets locaux, est accepté à titre de dérogation par l'Union européenne. C'est parce que nous avons ce statut dans le droit de l'Union européenne qu'on admet que l'octroi de mer qui finance en particulier les budgets communaux soit accepté par l'Union européenne sur la base de ce statut. Et donc, M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la France, demande à M. Letchimy, commander un rapport pour lui dire « Formulez-moi des propositions concrètes pour savoir jusqu'où on peut aller concernant cet article 349 du traité de France. » Est-ce que vous souhaitez Est-ce que vous souhaitez? Et ce qu'il faut aussi dire en termes de troisième élément, c'est que la méthode gouvernementale en France a changé. Que ce soit les gouvernements de gauche ou que ce soit les gouvernements de droite. Et ça se produit en raison de la décentralisation. J'ai expliqué tout à l'heure qu'avant 1982, on considérait les élus locaux comme des mineurs. À partir de 1982, on les considère comme des majeurs. Et de plus en plus aujourd'hui, vous avez des gouvernements français qui demandent aux élus locaux guadeloupéens, martiniquais, guyanais, réunionnais, qu'est-ce que vous pensez et quelles sont les propositions que vous pouvez me formuler? Et c'est ce qu'on appelle, c'est un terme un peu pompeux, un peu intellectuel, un peu ampoulé, on appelle le changement de paradigme. C'est-à-dire que les propositions en termes d'organisation sociale dans nos pays, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, on considère, la France et l'Europe considèrent, que ces propositions-là ne doivent pas émaner du haut, mais doivent aussi émaner du bas, c'est-à-dire à la fois des élus locaux, des socioprofessionnels et des associations. Et c'est pour ça, par exemple, vous avez par exemple une association qui s'appelle la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, qui a très bien compris ça et qui, chaque fois qu'une loi économique qui concerne l'outre-mer va être votée par le Parlement français, eh bien, il se positionne pour formuler des propositions qui correspondent à ses intérêts. Alors, vous avez souvent entendu, et surtout ici en Guadeloupe, que les élus disent « Oui, mais vous savez, les Martiniquais et les Guyanais font machine arrière. Voilà, ils ont fait ce choix, mais ils sont bien embêtés. Et s'ils pouvaient revenir en arrière, ils l'auraient fait. » Avez-vous ce sentiment? Non, c'est pas vrai. Alors là, c'est pas vrai du tout. Alors là, moi, je veux pas faire la dextérité ou dans l'équilibrisme, c'est pas vrai. Je suis chercheur titulaire dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux, qui est une unité mixte du CNRS. Et mes collègues chercheurs en Martinique se sont dit, Sarkozy nous a proposé d'avoir la collectivité unique, nous l'avons eu. Nous ne voulons pas que la collectivité unique soit simplement une émanation d'une proposition de la France hexagonale. Nous considérons, et je trouve ça plutôt astucieux, nous considérons que c'est une création institutionnelle. Et c'est tellement vrai, le cas de la Martinique, que c'est une création institutionnelle, c'est que la collectivité unique qui existe en Martinique, ce n'est pas la même collectivité unique qui existe en Guyane. C'est-à-dire que la Guyane a choisi son modèle et les Martiniquais ont choisi leur modèle. C'est-à-dire que la France leur a proposé un contenant, un cadre, et ils se sont dit, en fonction de ce contenant-là, eh bien, nous mettrons ce que nous voulons. Par exemple, les Martiniquais ont décidé de faire une espèce de fusée à 2 étages, c'est-à-dire une assemblée territoriale et un conseil exécutif. Par contre, les Guyanais ont décidé d'avoir une collectivité unique, mais sans le conseil exécutif, uniquement avec une assemblée, comme la région fonctionne actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi, la réglementation vous permet d'adapter les modèles en fonction de vos aspirations, en fonction de vos intérêts, en fonction de ce que désire votre population, à partir du moment où on ne sort pas du cadre républicain. Et ça, c'est une question qui est réglée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui faire un lien entre l'évolution institutionnelle et l'évolution statutaire avec la question de savoir si on veut être français ou pas. Ça n'a plus rien à voir. Parce que, par exemple, les Saint-Martinois, qui étaient communes de la Guadeloupe, sont devenus une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74. Et la question qui a été posée n'a pas été de savoir si on veut être français ou pas. Exactement la même chose pour les habitants de Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, c'est la question de l'organisation du territoire. Et la question de savoir être français ou pas, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pierre-Yves Chicot, de toute façon, la Constitution ne le permettrait pas. Alors pourquoi aujourd'hui ce positionnement de nos élus, et je dirais, avec cette cassure, certains disent oui au projet guadeloupéen de société, avec bien sûr ce volet gouvernance, alors collectivité unique, et d'autres disent oh stop, on attend.
on va plutôt puiser dans la décentralisation acte 3. Alors, est-ce que vous avez l'impression que, justement, ce volet gouvernance, cette collectivité territoriale, pose problème à certains élus guadeloupéens? Oui, et je pense que c'est normal. Je dis bien c'est normal et c'est respectable. C'est normal et respectable que les gens puissent avoir des points de vue qui soient différents. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la Guyane et de la Martinique où les gens veulent revenir en arrière. C'est pas vrai que les élus guyanais et les élus martiniquais veulent revenir en arrière. J'ai vécu 10 ans en Guyane. J'étais encore, il y a 2 semaines, à l'invitation du sénateur Georges Otili, dans une réunion qui s'appelle les Journées d'études territoriales, où il y avait des fonctionnaires de l'État qui intervenaient, où il y avait des universitaires qui intervenaient sur la question de la mise en place de la collectivité unique en Guyane. Et je n'ai pas du tout eu le sentiment que les gens avaient envie de revenir en arrière. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a aujourd'hui dans la population guyanaise, c'est que les gens ont envie de savoir, et en particulier les fonctionnaires qui travaillent, et ça on le comprend très très bien, les fonctionnaires qui travaillent au département de la Guyane et à la région Guyane se demandent à quelle sauce on va être Donc mangé. pourquoi est-ce que les élus guadeloupéens le disent? Mais je pense que ça rassure quelques élus de se dire que on n'est pas si mauvais que ça que les Guyanais et les Martiniquais, et parce qu'il y a certaines personnes qui leur disent « Ah, vous voyez, les Guyanais et les Martiniquais ont déjà pris de l'avance, nous on est en retard ». Je ne suis pas sûr non plus qu'il faut tenir ce raisonnement-là. J'aime à répéter ce que disait il y a quelques années un de mes collègues universitaires. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont 3 pays qui sont en train de se réveiller. Ce sont 3 pays différents avec des mentalités différentes. Même si on a voulu nous mettre dans un seul sac qu'on a appelé les départements d'outre-mer, les départements régions d'outre-mer, le Guyanais c'est un Guyanais, le Guadeloupéen c'est un Guadeloupéen, le Martiniquais c'est un Martiniquais. Et il ne faut pas s'attendre à ce que l'histoire se produise exactement de la même manière en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Alors, est-ce un revirement de situation du fait que certains élus aujourd'hui disent réfléchissons sur la décentralisation, acte 3 plutôt, le volet collectivité, gouvernance avec la collectivité territoriale peut attendre. Maintenant, exploitons la piste, décentralisation, acte 3. Mais est-ce que c'est critiquable au fond? Ça ne peut pas être critiquable au fond, puisque c'est un point de vue qui est avancé. C'est un point de vue qui est avancé. Sauf que, lorsqu'on observe les choses, on observe l'histoire de la décentralisation. Et là, c'est le chercheur qui s'exprime. Lorsqu'on observe l'histoire de la décentralisation, à chaque fois, même si on nous a toujours fait évoluer en même temps que la France hexagonale, on a toujours eu une décentralisation à part. Je répète encore une fois, en 1982, Mitterrand, Mauroy et Defer voulaient mettre en place l'Assemblée unique en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. C'est parce qu'ils ont considéré que l'organisation territoriale dans ces pays-là ne pouvait pas ressembler en tout point à ce qui se fait dans le département de l'Île-et-Vilaine, en tout point de ce qui se passe dans le département de l'Oise. Lorsque la loi, on met en place la régionalisation en France, on vote 2 lois distinctes pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Les gens pourront aller vérifier. C'est la loi du 31 décembre 1982 qui crée les régions d'outre-mer Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et surtout, on vote une loi qui est la loi du 2 août 1984, où cette loi est relative aux compétences des régions d'outre-mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une régionalisation qui correspond à la France hexagonale et il y a une régionalisation qui correspond à la France d'outre-mer, avec des particularités en matière de compétences concernant la coopération régionale, les articles 9 et 13, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1982, l'article 13 de la loi du 2 août 1984. Vous avez des compétences particulières en matière d'aménagement du territoire. Les seules régions de France qui ont une compétence en matière d'élaboration du schéma d'aménagement régional, ce sont les régions d'outre-mer. Par exemple, dans les régions de France, vous n'avez pas de C6-2E, vous n'avez pas de conseil de culture, de l'éducation, de l'environnement. Chez nous, il y a ça. Donc, il y a toujours une distinction qui est opérée, que ce soit une volonté de l'État, que ce soit une volonté des élus locaux, il y a toujours une volonté de différenciation parce qu'on ne peut pas comparer en tout point la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion au département de France hexagonale. Pour autant, ça ne signifie pas qu'on est moins français. Ça signifie et c'est un député africain qui, pendant le vote de la loi du 19 mars 1946, qu'il avait dit à Marius Moutet, qui était ministre de la France d'Outre-mer, qui disait la chose suivante: nous n'avons jamais réclamé l'uniformité qui est synonyme d'absurdité. Alors, s'il faut ressembler à tout point à la France hexagonale pour verser dans le modèle de l'absurdité, bon, là, ça ne tient pas la route. S'il faut, se conformer à l'uniformité pour que ça soit mieux, à ce moment-là, on peut se dire, OK, on y va. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, cette collectivité unique fait peur en Guadeloupe?
Mais alors, c'est très intéressant la question que vous posez. Après avoir fait des dizaines et des dizaines de conférences en Guadeloupe sur la question de l'évolution institutionnelle, que ce soit pour des partis politiques, que ce soit pour des conseils municipaux, que ce soit pour des associations, je me suis aperçu qu'on ne peut pas déconnecter l'aspect psychologie sociale de la question de l'évolution institutionnelle. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on expliquait aux gens, et pas simplement en Guadeloupe, on expliquait aux gens qu'à partir du moment où on évoluerait différemment de la France, ça voudrait dire qu'on prenne la distance vis-à-vis de la France. Et donc, c'est un sentiment qui est, je ne veux pas dire inscrit dans nos gènes, mais qui est inscrit dans notre logiciel de Guadeloupéens parce que, de Guadeloupéens et de Réunionnais, parce que les Guyanais et les Martiniquais ont dépassé ça, qui est inscrit dans notre logiciel. Et il faut ainsi expliquer qu'à chaque fois qu'on parle d'évolution institutionnelle ou d'évolution statutaire, les gens ont le sentiment, c'est que la France est en train de nous abandonner. Et vous observerez que... Même les élus? Bien évidemment, bien sûr, puisque ce sont eux qui maîtrisent les dossiers techniques. Et c'est ce que je dis souvent, l'article 73 et l'article 74, c'est inviter un beau jour dans les foyers guadeloupéens. Les Guadeloupéens n'avaient jamais demandé à faire du droit constitutionnel. Et aujourd'hui, on incite et on invite les Guadeloupéens. Et quand je dis on, ce ne sont pas simplement les élus locaux guadeloupéens qui incitent les Guadeloupéens à s'intéresser à l'organisation de leur territoire. C'est aussi l'État France. Et en particulier, donc en 82, François Mitterrand et Pierre Mouroy, mais en 2000, lorsque Sarkozy était président de la République et François Fillon, qui mettent en place la commission Balladur, et quand on lit le rapport de la commission Balladur, la décision qui est prise, c'est d'installer en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion une collectivité unique. Alors, comment interpréter, puisque nous avons très peu de temps, mais nous y reviendrons, nous aurons le début de l'année 2013 pour vraiment faire de la pédagogie, revenir sur les éléments, prendre le temps pour cela, puisque la population guadeloupéenne le demande, et je sais que Pierre-Yves Chicot, vous êtes toujours disponible et merci encore. Autant que je peux. Merci encore de répondre à nos invitations. Même si ça ne fait pas toujours plaisir que les universitaires puissent débroussailler le terrain et parler des choses de manière transparente. Il y a une demande de la part de la population et je vous assure, j'ai reçu des appels où on me disait qu'il fallait absolument que vous puissiez bien expliquer pour que la population puisse bien comprendre ce dont il s'agit. Donc nous ferons ce travail de pédagogie puisque nous nous adressons aux Guadeloupéens. Maintenant, nous récupérons un seul appel, et puis nous reviendrons rapidement sur l'intervention de Victorin Lurel, et puis décortiquer un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a sous cette intervention. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour, Madame Boissé. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Bonsoir, bonjour, Monsieur Chicot. Je pense que nous avons un petit souci. Donc, Pierre-Yves Chicot, je reviens avec vous sur cette intervention de Victorin Lurel. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une cassure entre Victorin Lurel et Jacques Gillot, notamment sur cette question de consultation de la population, de référendum? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une vraie divergence entre ces deux hommes? Oui, alors, c'est-à-dire que moi j'aime bien procéder par démarche comparée. Vous parliez tout à l'heure de la Guadeloupe et la Martinique. Je vais partir de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour arriver en Guadeloupe. La question de l'évolution institutionnelle, le mot dissensus a été lâché, déchirure, brisure. La question de l'évolution institutionnelle crée forcément des ruptures, crée forcément des points de vue différents entre les politiques. Et ça, c'est plutôt bien qu'il n'y ait pas qu'un seul point de vue qui s'exprime, mais que des points contradictoires puissent être confrontés pour en tirer le meilleur à partir du moment où on peut arriver à un consensus. Et ça, les Guyanais et les Martiniquais sont arrivés à ce point-là. Quand on prend par exemple le cas de la Martinique, il y a eu dissensus en Martinique entre Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne était favorable à une collectivité unique régie par l'article 74, alors que Serge Letchimy a fait campagne pour une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution. En Guyane, Alain Tienglong et Antoine Karam étaient plutôt favorables à une collectivité unique régie par l'article 74 de la Constitution, et Rodolphe Alexandre, l'actuel président du Conseil régional, était plutôt favorable, avec Guyane 73, à une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution. Donc ça veut dire quoi quand on regarde par exemple les collectivités qui nous ressemblent, la Guyane et la Martinique? C'est que ces questions-là
de manière générale, crée un schisme. Mais ce qui est important, à un moment donné, c'est d'arriver à un consensus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la population martiniquaise s'est prononcée, la population guyanaise également, les 10 et 24 janvier 2010, et la population martiniquaise et la population guyanaise se sont dit, finalement, on va opter pour la collectivité unique régie par l'article 73, qui présente plus de garanties de sécurité parce qu'on connaît déjà l'article 73 et que l'article 74 pourrait être assimilé à une aventure. Donc, en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le même schéma, sauf qu'en Guadeloupe, on n'a pas une cassure entre les pro-73 et les pro-74. Ce qu'il faut observer, c'est qu'en Guadeloupe, l'immense majorité de la classe politique est favorable à l'article 73. Assemblée unique ou collectivité unique, mais régie par l'article 73 de la Constitution. Sauf que, contrairement à la Guyane et à la Martinique, le dissensus, la brisure, la déchirure est sur le fait qu'il y a certains qui disent allons essayer de penser un modèle d'évolution institutionnelle, assemblée unique ou collectivité unique, et d'autres qui disent non, continuons à évoluer comme en France avec l'acte 3 de la décentralisation, et ce sont des choses qui m'apparaissent tout à fait normales. Et il appartiendra, si on va jusqu'au bout de la logique, la population est consultée, c'est la population qui dira ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite plutôt une évolution du type Guyane-Martinique avec une collectivité unique? Et si la Guadeloupe dit oui pour une collectivité unique, est-ce que c'est plutôt une collectivité unique guyanaise qui serait son aspiration? Est-ce que ce serait plutôt une collectivité unique martiniquaise qui serait son aspiration? Ou la Guadeloupe dira non, nous on veut continuer à évoluer. Donc le référendum, il faudra y aller de toute façon. Oui, de toute façon, c'est inscrit dans la Constitution que si on veut passer le cap de l'évolution institutionnelle, c'est-à-dire tourner le dos au département et à la région, il faudra absolument passer par les fourches codines de la consultation populaire. Et ce qu'il faut mentionner et le dire avec une certaine malice et délectation, c'est que quand par exemple on lit les débats parlementaires qui ont permis l'écriture de l'article 73 de la Constitution en 2003, Madame Girardin, qui était ministre des Outre-mer, Brigitte Girardin, disait que pour toute évolution institutionnelle, il faut consultation de la population. Et pourquoi il faut consultation de la population? C'est parce que ça va constituer un verrou. Et on a pensé en 2003, en réécrivant l'article 73 de la Constitution, qu'on donnerait quitus aux élus locaux, guadeloupéens, martiniquais, guyanais, d'une évolution institutionnelle dans la Constitution, mais que jamais les Guyanais et les Martiniquais qui ont été consultés auraient dit oui. Et bien, finalement, on se rend compte que 7 ans après la réécriture de l'article 73 de la Constitution, eh bien, les Guyanais et les Réunionnais ont dit nous abandonnons le département et la région et nous cheminons avec la France, mais dans le cadre d'un modèle qui est différent de celui qui existe dans l'Hexagone. Donc pour vous, cette intervention, ce discours, ce n'est pas une déclaration de guerre? Non, ce n'est pas une déclaration de guerre. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des points de vue divergents qui s'affichent. Mais j'ai déjà, à maintes reprises, et lorsque vous me faites l'honneur de m'inviter sur votre plateau, de dire que, à l'analyse par rapport à ce que je vois, compte tenu de la faiblesse de la droite en Guadeloupe, deux gauches qui sont en train d'émerger. Ce que j'appelle encore une fois une gauche endogène, le GUSR, le PPDG, qui n'ont pas de matrice en France hexagonale, et une gauche qui pourrait être exogène, c'est pas méchant de dire ça, mais qui a une matrice en France hexagonale, c'est la Fédération du Parti Socialiste. Il y a vraiment en Guadeloupe, et on l'a vu hier au cours du Congrès, deux gauches qui émergent et qui n'ont pas la même vision de l'avenir de la Guadeloupe. Vous parlez d'opposition. Ah oui, bien sûr, c'est une opposition. C'est une opposition dans la mesure où vous avez la Fédération du Parti Socialiste qui dit qu'il faut que nous évoluions en même temps et à la même cadence que la France. Et vous avez une gauche endogène, identitaire, GUSR, PPDG, qui dit nous restons français, mais nous voulons organiser la Guadeloupe en fonction de modèles que nous allons élaborer dans le cadre des congrès qui se tiennent à Basse-Terre depuis quelques années, fréquemment et à la fin de l'année. Donc on peut se demander ce que va devenir ce projet guadeloupéen de société, puisqu'il n'est pas encore, et Mme Borel-Lincertin, présidente de la région, le disait, c'est pas encore la finalité, ce sont des éléments qui ont été donnés pour élaborer ce projet. Mais on peut se demander est-ce que ça ne sera pas une démarche, je dirais, inutile ou morne? Non, parce que je pense que les mentalités évoluent. Moi, je n'ai pas d'institut de sondage, mais j'ai la chance de donner beaucoup de conférences, de parler beaucoup avec les gens, des gens qui m'interpellent dans la rue.
Et beaucoup de gens, des fois, hein, quand je pousse mon cardi au supermarché, on m'arrête pour me poser des questions sur l'évolution institutionnelle. Donc ça m'arrive des fois, pendant que je fais mes courses, au vitriol, je peux faire un cours de droit constitutionnel. Preuve qu'il y a une demande. Une demande très très forte des gens de comprendre les choses. Voilà. Et de plus en plus, les gens disent, même les gens qui sont très gaullistes, hein, je prends des exemples dans ma famille, il y a des gens dans ma famille qui sont très gaullistes, très attachés au général de Gaulle, à la France, etc., et qui vous disent que la Guadeloupe, c'est un trop petit pays pour qu'il y ait deux assemblées qui coexistent. C'est un propos qu'on n'entendait pas il y a quelques années. Est-ce que c'est une opinion qui est majoritaire aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'officine de sondage. Mais ce que je constate en discutant avec les gens et dans les conférences, c'est que de plus en plus, la question de l'évolution institutionnelle, c'est-à-dire le fait de tourner le dos au département et à la région pour élaborer un nouveau modèle, mais ça fait plus aussi peur aux Guadeloupéens qu'avant. On disait tout à l'heure que c'est vrai que c'est une question qui peut frustrer, c'est une question qui peut bloquer, etc. Mais de plus en plus, les gens se disent, mais se rendent compte, hein, les gens écoutent, les gens sont intelligents, les gens s'informent aussi. Les gens se rendent compte que la France n'a plus les moyens qu'elle avait à l'époque. Ils se disent, mais est-ce qu'on ne devra pas se débrouiller par nous-mêmes? Est-ce que nous ne devons pas commencer de plus en plus à penser par nous-mêmes? Donc nous pouvons nous dire, hein, pour conclure sur cette émission, il faudra peut-être y revenir et penser décentralisation acte 3 avec quels moyens? Ben, avec quels moyens? C'est que l'acte 2 de la décentralisation, et ça a corrigé le péché originel de la décentralisation, c'est qu'à tout transfert aujourd'hui de compétences, il faut qu'il y ait les moyens financiers. Qu'on soit dans le cadre de la décentralisation acte 3, qu'on soit dans le cadre de l'évolution institutionnelle collectivité unique Guyane et Martinique, la Constitution dit la chose suivante depuis 2003, à tout transfert de compétences, il faut transfert de moyens financiers. Ce que je voulais dire, une toute dernière chose, c'est que, je redis encore une fois, puisque vous me faites l'honneur de m'inviter, il ne faut pas s'attendre à ce que la Guadeloupe et la Guadeloupe cheminent en même temps, même cadence que la Guyane et la Martinique. Les Guyanais et les Martiniquais ont été plutôt vite sur la question de la collectivité unique. Mais c'est la mentalité du peuple martiniquais, c'est la mentalité du peuple guyanais. Mais en Guadeloupe, on prendra certainement le temps, mais je pense qu'on y viendra. C'est-à-dire que c'est un projet qui a besoin d'une maturation beaucoup plus longue qu'en Guyane et qu'en Martinique. Pierre-Yves Chicot, merci, et je vous dis merci de la part des Guadeloupéens, puisqu'il y a cette demande, vous l'avez dit, de comprendre, et en fait, c'était une demande aussi que les intellectuels puissent se mouiller et puissent faire ce travail pédagogique au sein de la population. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous retrouverons d'ici l'année prochaine, si Dieu le permet, pour justement prendre le temps, faire des émissions, faire de la pédagogie et expliquer aux Guadeloupéens pour que, si référendum il y a, qu'ils puissent bien aborder cette question. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. On peut dire bonne année à tous. Oui, oui. Je souhaite une très bonne année à tous et beaucoup de santé et succès en tout genre. Merci à vous, Pierre-Yves Chicot, et puis merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'ici la semaine prochaine avec des invités politiques. Et je profite pour vous souhaiter également une très bonne année. J'aurai l'occasion de le faire d'ici la semaine prochaine, mais je vous le dis déjà, et faites très, très attention à vous. Excellente fin de journée.